Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur le IBio Show. Nous sommes le 20 février 2015 et je suis avec quelqu'un que vous avez déjà vu en 2011 sur le Bio Show. Il s'appelle Frédéric Mazella. Frédéric, 2011, ça fait un bail. Ah oui. Euh, Blablacar, quoi de neuf à l'époque en 2011? Alors bonjour. Quoi de neuf? Eh bien beaucoup quand même, hein, parce que sur le concept, on a réussi à réaliser à peu près ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire rendre le covoiturage, le faire passer dans les mœurs en fait, tout simplement, parce que si on regarde bien ce qui se passe maintenant au niveau de la France et de l'Europe, puisque maintenant on est de l'Europe et même plus loin, puisqu'on est allé jusqu'en là, on est en Russie et en Inde depuis peu. Eh bien, ça grandit partout. Donc, on a réussi à quand même attirer pas mal de gens dans ce nouveau moyen de transport. Et pourquoi tu as eu cette idée? Pourquoi pas juste, pardon? Pourquoi tu as eu cette idée? Ah, au tout départ, c'était parce que je voulais. Je suis vendéen, moi, tu sais, au départ. Ouais. Donc, par contre, j'ai passé beaucoup de temps à Paris. Enfin, j'habite à Paris depuis un bon bout de temps. Et puis, je voulais rentrer en Vendée pour Noël, pour les fêtes de fin d'année. Et en fait, tous les trains étaient pleins. Enfin, je m'y suis pris vraiment au dernier moment. Et donc, en fait, au final, c'est ma petite sœur qui habitait à Rouen, qui est passée me chercher à Paris avec sa voiture et qui m'a descendu en Vendée jusqu'à Fontenay-le-Comte. Et sur la route, je me suis rendu compte que quasiment toutes les voitures étaient vides. Et je me suis dit que, en fait, des places, il y en avait beaucoup, mais elles n'étaient pas dans les trains, elles étaient dans les voitures. Et donc, voilà, à partir de ce moment-là, je me suis dit, bah, on va indexer toutes ces places libres et puis on va faire en sorte que les passagers puissent participer aux frais des conducteurs. Et voilà, je me suis dit, moi, si je donnais 20 ou 30 euros à n'importe quel conducteur, il m'aurait emmené de Paris à la Vendée. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait avec ma sœur. Et puis, donc, elle était très contente. Voilà. Dis-moi, d'abord, les 10 millions, là, c'est la communauté Blablacar. Oui. Eh ben. Et alors, dis-moi, la SNCF, elle doit pas être contente, non? La SNCF, ils nous regardent pas mal. Je ne sais pas s'ils sont contents ou pas contents. Je pense que de toute manière, il y a une ouverture à la concurrence qui est inévitable et que le covoiturage aura sa place dans les méthodes pour se déplacer des gens sur plusieurs centaines de kilomètres. Donc après, que ce soit nous ou que ce soit quelqu'un d'autre, à la limite, ce serait la même problématique. Hmm. Donc non, je pense qu'ils nous regardent parce qu'il y a tout ce qui est côté communautaire aussi qui les intéresse. Voilà. Mais hmm. Aujourd'hui, vous avez 2 millions de voyageurs sur Blablacar. Ouais, par mois, à peu près, ouais. Ah, ben dis donc. Et alors, ça fait des tonnes de CO2 en moins. C'est ça, parce que alors les vertus du covoiturage sont innombrables. Au-delà du fait que ça fait économiser beaucoup d'argent à ceux qui le pratiquent, les passagers comme les conducteurs, eh bien, effectivement, ça fait économiser du CO2 par personne, puisque, évidemment, enfin, il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour ça, mais deux personnes dans une voiture au lieu d'une, ça fait 2 fois moins de CO2 par passager émis. Donc ça fait des réductions de CO2. Et puis, au-delà de ça, il y a surtout une grosse dimension qui explique une grande partie du succès du covoiturage aujourd'hui, c'est toute la dimension sociale de pouvoir justement faire la route pas seul, de discuter avec des gens, de rencontrer des gens en général phénoménaux. Voilà, on va faire du covoiturage, on va trouver euh, Stéphanie qui est prof de yoga, on va trouver Jean-Luc qui nous parle de sa famille au fond du Larzac. Voilà, enfin, c'est des expériences humaines incroyables à chaque fois. Hmm. Dis-moi, quel est ton business model, là, puisqu'on est dessus, là? Alors les business models, on en a essayé plusieurs en fait, hein, au fur et à mesure des années. On en avait 6, on en a essayé 5. Au départ, on avait un business model de vente de plateforme aux entreprises en SaaS, mais là c'était pour du covoiturage plutôt domicile-travail, alors que le covoiturage sur lequel on se focalise aujourd'hui, c'est plutôt les longues distances, hein, en moyenne 330 km. Donc 90% des trajets en gros sont entre 80 et 600 km. C'est des longs trajets. Mais au début, on faisait du covoiturage domicile-travail et puis on fournissait des plateformes de covoiturage pour les entreprises. Donc ça, c'était notre premier business model. Ensuite, on a fait des business models alors évidemment, on a essayé la pub, mais bon, ça marchait pas trop bien pour nous. Puis en plus, c'était pas très bonne qualité. On a essayé du premium, on a essayé de la mise en relation par téléphone. Et puis là, on a un modèle aujourd'hui qui est celui qui marche et qui nous permet de grandir, qui est le modèle de tout simplement transactionnel, c'est-à-dire que quand un
un passager veut une place dans une voiture, eh bien, nous, on prend une commission de 10% sur la place vendue. Et ça, c'est très bien parce que c'est exactement déjà proportionnel au trafic qu'il y a sur le site. Et comme nous, nos coûts sont proportionnels au trafic, eh bien, on se retrouve avec un business model qui scale en même temps que le trafic. Donc ça, c'est très bien. Et puis surtout, c'est très fair parce que celui qui utilise peu le site paye très peu, celui qui utilise plus paye un peu plus. Donc voilà, ça a beaucoup de vertus. Et puis surtout, ça en a une, là plus liée au métier et au produit, qui est que ça valide les engagements des passagers et des conducteurs. C'est-à-dire que, en fait, avant qu'on paye en ligne directement et qu'on ait une réservation, en ligne, eh bien, on avait pas mal de désistements, c'est-à-dire qu'on avait des passagers qui réservaient dans les voitures, mais par oral. Et voilà, je serai là demain. Et puis finalement, ils avaient toujours un empêchement. Alors, on avait une statistique de grand-mère malade largement au-dessus de la moyenne nationale. Hein. C'est-à-dire que l'excuse classique pour dire je viens pas, c'était ma grand-mère est malade ce week-end, tu comprends. Donc voilà, et grâce au système de paiement en ligne, eh bien, on a réussi à diviser par 10 le nombre de désistements, ce qui a beaucoup fiabilisé la pratique. Ouais. Parce qu'avant, quand tu avais des passagers qui disaient qu'ils venaient pas, on avait plus d'un passager sur 3 au final qui venaient pas, les conducteurs pour se protéger faisaient de l'overbooking, et quand il y avait de l'overbooking, les passagers se retrouvaient sur le trottoir parce qu'évidemment la voiture était pleine. Donc du coup, les passagers pour se protéger de l'overbooking des conducteurs, que les conducteurs faisaient pour se protéger des désistements de passagers, eh bien les passagers réservaient dans plusieurs voitures. Donc enfin, tu vois la non-optimisation de tout le système. On était arrivé un peu à la limite et grâce au système de réservation en ligne, eh bien, on a divisé par 10 les désistements, ce qui fait qu'on est dans un véritable engagement entre conducteurs et passagers. On a beaucoup fiabilisé la pratique, ce qui nous a permis de passer de 1 à plus de 10 millions de membres. Voilà. Qui fixe les prix du transport? Alors nous, on conseille un prix, ensuite c'est le conducteur qui choisit son prix. Parce qu'en fait, le conducteur, ça dépend de sa voiture en fait. Ça dépend de deux choses. Un, les coûts qu'il a par rapport à sa voiture. Évidemment, une grosse voiture, ça va coûter plus cher à entretenir qu'une petite. Ou même une voiture plus luxe qu'une voiture moins luxe. Et puis il y a aussi la volonté du conducteur de remplir vite ou non sa voiture. Donc quand il a envie de remplir rapidement, eh bien, il va pouvoir baisser un petit peu son prix. Voilà, donc, nous on conseille un prix, ensuite le conducteur est libre de l'ajuster au-dessus, en dessous. Nous on conseille un prix qui est vert. Et après, il y a des prix orange-rouge. Si le conducteur monte trop ses prix deviennent orange et rouge, ce qui encourage les prix bas. D'accord. On peut peut-être faire une brève démo, cher ami, comme on a fait tout à l'heure. Alors, attends, j'arrive. Donc, sur la démo, il faut que je fasse share. Voilà. Voilà. Là, on est bon. Alors, c'est où? Alors, je vais te dire, ouais, trouver covoiturage. Pourquoi tu as gardé en France covoiturage et pas Blablacar? Non, enfin la marque c'est Blablacar, l'URL c'est covoiturage.fr, c'est pour des raisons de SEO. Voilà. Ça changera probablement un jour, mais le changement de marque c'est quelque chose, enfin on pourra en parler pendant des heures. Mais... Bon, mais covoiturage en Inde, ça veut rien dire, non? Exactement, alors que Blablacar ça marche en Inde. Ouais. Bon alors dis-moi où tu veux aller là, on va faire une... je vais aller je sais pas moi, de Versailles, ouais. Puisque j'habite d'origine. Je voudrais aller de Versailles à Bordeaux. À Bordeaux. Pourquoi pas Bordeaux, hein? Quand? Bah, dimanche matin. Dimanche matin. Toc. Alors, on est parti. Il y a 63 personnes qui proposent un trajet similaire. Alors, voilà. Est-ce que je suis logué, moi, tiens? Non, je suis... En tout cas, moi, je vois... Ah oui, mais non, mais... Ouais. Hein? Il y a 63 personnes qui sont prêtes à me balader. Ouais. C'est dingue, ça. Comment t'expliques cet engouement? Bah déjà, des gens qui font des trajets tous les jours, il y en a des millions et des millions. Donc, si tu veux, des voitures, il y en a beaucoup sur toutes les routes. Hein. Donc, là, je prends par exemple Clément. Alors, il a déjà 2 passagers, Clément, qui ont réservé. Tu vois, on a 2 passagers qui ont réservé, là. Ah ouais, je vois. Il fait Paris-Bordeaux. Alors, il y a tous les avis des gens qui ont déjà voyagé avec lui. Ah, d'accord. Tu vois, sur la droite, là. Ouais, je vois. Donc là, on voit les 5 derniers avis qu'il a reçus depuis août 2014. C'est les gens qui le transportent qui donnent un avis, mais est-ce que moi qui suis transporté, je peux donner aussi un avis sur le transporteur? Ah oui, ça marche dans les deux sens. Hein. Les avis, c'est le principe. Hein. C'est vraiment très, c'est très symétrique. Hein.
Ah. Euh, Donc là, je peux payer tout de suite, là. oui, tu peux payer tout de suite. Enfin, faut se loguer. Le truc, c'est que je suis pas sur mon ordinateur, alors je peux pas me loguer. Enfin bon, bref. Mais Non, mais tu te logues et tu payes ta place. Ouais. Quand il est marqué mais réservé en ligne, là, tu payes. on paye comment? Avec PayPal? Alors non, on paye en carte bleue là aujourd'hui. Carte bleue, tu vas mettre PayPal ou pas? Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, c'est prévu. Bon, ok. Bah, donc on a fait la brève démo, hein. Alors, on a fait le bout de démo. Alors attends, stop sharing. Toc. Là, c'est Voilà. moi, je suis de retour. Et ça marche aussi sur des smartphones? Ah oui, 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 ça marche même très très bien sur les smartphones. Bah, tu vois, quand tu chez ta grand-mère à Paimpol et que tu n'as pas d'ordinateur, il te reste quand même ton téléphone portable. Donc en fait, le mobile est très très utilisé, surtout d'ailleurs les week-ends, parce que les gens sont plus devant leur ordinateur, ils sont plutôt en déplacement. Et donc en fait, le covoiturage, c'est extrêmement pertinent en mobilité. Donc on a une application mobile qui a des très bonne utilisation, un très bon usage en mobilité. Et en moyenne, quelle est la part entre le site web et le mobile? Ça dépend des pays. C'est de 30 à 50% suivant les pays en trafic sur mobile. Et quel est le pays le plus évolué en matière de mobile? Euh, L'Espagne est pas mal. Après, ça dépend aussi, nous, des stratégies. Tu vois, enfin, nous, on a nos fréquentations de services mobiles, mais ça va dépendre des stratégies qu'on a déployées en fonction des pays. Parce qu'il y a des pays sur lesquels on a beaucoup poussé pour se développer sur mobile, en termes de communication, de positionnement, de marketing d'acquisition. Il y a des pays sur lesquels on a poussé plus sur le web. Donc, tu vois, ça dépend. C'est-à-dire que nous, nos chiffres ne vont pas forcément représenter le marché lui-même. D'accord. Tu peux nous expliquer ce slide qu'on a sous les yeux? Alors, ce slide, c'est une étude qu'on a faite sur la construction de la confiance dans des réseaux comme le nôtre, des réseaux peer-to-peer. On s'est intéressé parce qu'on s'est rendu compte que la confiance était quelque chose de très important, évidemment, pour faire du covoiturage. C'est-à-dire que tu as envie de savoir avec qui tu pars, tu as envie d'avoir confiance en la personne. Et on s'est rendu compte que, en fait, on a voulu savoir la quantité de confiance. En fait, on a voulu mesurer une certaine quantité de confiance que les gens se portaient sur Blablacar. Et donc, on a voulu comparer ça à d'autres niveaux de confiance. Donc, on a demandé aux gens quel est votre niveau de confiance. Alors, le plus bas, vers un étranger complet. Et donc là, un étranger, c'est 2,2 sur 5, parce qu'on avait fait une échelle avec de pas du tout à totale confiance. Ensuite, on a demandé pour les voisins, les Facebook contacts et les collègues, et là, on est entre 3,5 et 3,8 sur 5. Ensuite, on a demandé les friends and family, et là, on est à 4,7 sur 5. Enfin, en fait, en vrai, les friends sont à 4,72 et la family à 4,68. C'est-à-dire que les friends sont au-dessus de la family. Mais bon, on n'a pas voulu polémiquer, on a dit 4,7 pour tout le monde. Et enfin, on a demandé un Dreams Profile. Dreams, c'est un modèle de construction de la confiance qu'on a élaboré qui mentionne les 6 piliers de la confiance telle que nous, la confiance numérique en fait, telle que nous on l'a construite entre des personnes qui ne sont jamais rencontrées. Et on a demandé quel est votre degré de confiance par rapport à des profils complètement remplis. Alors, ça veut dire, tu as la photo, tu as la description, la bio, tu as plein de ratings. Nous, on a vérifié le numéro de téléphone portable, on a vérifié le compte en banque, on a vérifié tout un tas de choses. Et puis, en plus, il y a toute la couche de modération, les profils sont reliés à Facebook et tout. Enfin, voilà, on a tout un ensemble de paramètres qui font qu'un profil Dreams, c'est un profil qui est quand même très complet et avec beaucoup de paramètres confiance. Et là, la confiance est à 4,2, c'est-à-dire que c'est au-dessus des voisins, des Facebook contacts et des collègues. Et c'est presque autant que les Friends and Family. Donc en fait, ça, pour moi, c'est vraiment révolutionnaire. C'est-à-dire qu'on est en train de prouver qu'on est capable, grâce aux informations dont on dispose maintenant et aux outils numériques, de construire de la confiance entre des personnes qui ne se sont jamais rencontrées. Et ça, sans faire sans faire de vagues ou d'annonces, c'est quand même la première fois dans l'histoire de l'humanité, quoi. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on est capable de construire un lien de confiance entre des gens qui ne se sont jamais rencontrés. Des anonymes, je veux dire, des gens comme toi et moi. Ce lien de confiance, tu pourrais l'appliquer à d'autres marchés? Alors oui, c'est sûr. Cela dit, c'est pas du tout le sujet aujourd'hui parce qu'on a déjà largement de quoi faire. On a de quoi s'occuper. Mais oui, oui, bah oui, c'est sûr, c'est de la confiance. Alors, qu'est-ce que tu peux faire avec de la confiance? Tu peux tout faire, hein. Et alors la confiance, tu l'as construit aussi pour les gens qui vivent en Inde?
Oui, bah, c'est pareil. Donc, on est en train de construire ce même niveau ce même niveau de confiance avec des paramètres similaires. Après, c'est aussi des choses qu'on rajoute au fur et à mesure. Tu vois, sur les 5 dernières années, on a rajouté des choses au fur et à mesure pour construire un peu plus de confiance. On en découvre. La confiance, c'est un, c'est un faisceau d'informations. C'est pas un ou zéro la confiance. Il te faut beaucoup d'informations pour avoir confiance. Et donc, nous, notre rôle, c'est de construire de plus en plus d'informations pertinentes pour élever toujours le niveau de confiance et le niveau de fiabilité entre les personnes qui vont faire du covoiturage. Et à ton avis, les Russes par rapport aux Français, c'est les mêmes choses en confiance? Les Les Russes par rapport aux Français, est-ce que c'est le même système de confiance? Alors là, je ne peux pas te répondre directement. On a une étude qui est en cours parce que la dernière fois qu'on a fait cette étude de confiance-là, elle était principalement basée sur des Français. On avait eu 2100, je sais pas combien, 2110 répondants à notre enquête, mais c'était une enquête qui était faite principalement sur la France. Là, on vient de relancer l'enquête il y a quelques semaines sur une dizaine de pays et on va avoir beaucoup plus d'infos justement pour pouvoir comparer. C'est-à-dire que des études quantitatives comme ça sur la confiance, en fait, il n'y en a pas beaucoup. Donc on a été obligé de construire la nôtre et aussi avec les questions qu'on voulait poser en rapport avec les outils qu'on est en train de construire. Donc j'en saurai plus d'ici quelques semaines. Stay tuned. Alors, tu vas publier les résultats ou pas? Oui, 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 oui. Ben oui, d'ailleurs, il y a un site qui s'appelle betrustman.com. Tiens, ben, on va y aller. Donc, je vais te faire. Je vais Maintenant, faire. comme tu sais partager, il n'y a pas de problème. Là. Et voilà, maintenant je sais faire. Alors, toc, si tu vas sur betrustman.com, déjà les Ouais. résultats. Bon, ça c'est Trustman, c'est le super-héros de la confiance qu'on a créé. Ah bon, mais Euh, c'est toi ça? pardon? C'est ton site à toi ça? Ouais, 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 c'est nous qui avons fait ça en fait. Bon, tu as les slides, tu vas retrouver les slides là qu'on vient de voir sur le Dreams Framework. Tu vas retrouver le rapport sur la confiance qui est ici. Si tu fais Get the Report, en fait, tu as un report. Ici, Ouais, tu as ouais. le Dreams Framework tel qu'on l'avait présenté avec Nicolas à la conférence Le Web à Londres il y a 1 an et quelques. Et Ouais. puis, avant, il y a Trustman. Je ne sais pas si tu avais vu ça. J'avais fait un TED sur Trustman pour expliquer que Trustman, c'est le super-héros de la confiance qui a des bons avis. Et en fait, à la fin, j'ouvre ma chemise carrément, donc ça vaut le coup de regarder le truc. J'ai justement le t-shirt de Trustman en dessous pour montrer que tout le monde peut être Trustman. Puis en plus, on avait fait un happening avec tout un tas de gens de chez Blablacar qui ensuite dans la salle se lèvent et qui déchirent aussi leur chemise et qui disent moi aussi je suis Trustman, moi aussi, moi aussi. Donc c'était un petit happening, c'était assez rigolo. Dis-moi, Euh, est-ce que ton affaire peut être utilisée par les politiques? Ça, j'essaye d'éviter parce que, enfin, ce qui est politique, c'est clivant, je trouve, et moi, je suis plutôt dans essayer de rassembler tout. Donc, ouais, ça pourrait, mais aujourd'hui, ça n'a pas été le cas. J'espère que ça ne le sera pas. Enfin, il y aurait peu de légitimité à le faire parce que, enfin, la confiance ça appartient à aucun bord politique, je pense. Donc là, si tu fais Get the Report, tu as, voilà, ce rapport-là. Je sais pas si tu vois toujours mon écran là. Ah ouais, je te vois. Tu vois Trusted Online Communities? Je vois Get the Report. Ah, oui, donc tu vois pas l'autre truc. Attends, est-ce que tu vois? Ah non, s'il y a quelque chose c'est ouvert d'autre, il faut que tu le partages l'autre. Eh ben, c'est ce que j'ai fait là. Est-ce que tu le vois là? Eh ben, je vais voir. Voilà, je le vois, ouais. Ah ben, Tu c'est vois pas mal. Trusted Online Communities, donc ça c'est le rapport quand tu fais Get the Report, tu vois, bon ça te parle de Trust is the superpower in us all, et puis après tu as l'introduction où là on explique tout, j'avais fait ça avec Bruno Marsloff, je sais pas si tu connais, c'est un mec Ouais, super, je vois. sociologue. On explique le context of trust, on explique l'étude qu'on avait faite avec Trust in an Online Community. On dit que les membres avec un profil complet ont plus de confiance, presque autant de D'accord. confiance que les amis. Enfin voilà. Donc Ok. il y a un petit rapport. Donc oui, on va publier les résultats. Et là, ces résultats-là étaient principalement sur une étude française. Et les prochains résultats seront sur une étude beaucoup plus internationale. Et puis on avait même essayé de chercher les effets d'induction entre les différents comportements de collaborative consumption, tu sais, entre évidemment les marketplaces d'échange d'objets, mais aussi skill sharing, homestays, crowdfunding, l'allocation de voitures entre particuliers, tout ça. Et donc voir les gens qui faisaient du covoiturage, leur sensibilité aux différentes activités de partage. Ouais, vachement intéressant. Dis-moi, revenons à Blablacar, tu as de la concurrence? Alors, est-ce que j'ai de la concurrence? Attends, j'essaie de revenir sur la vidéo. Je sais plus où je suis. La vidéo passera pas. Hein.
On n'a pas assez de débit dans ce pays. Non, 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 mais je cherche, je veux revenir. Bah, tu arrêtes ton partage. Bah oui, il faut que je retrouve où tu es. Là, je t'ai perdu. Bah, je dois être derrière l'une des pages URL que tu as ouvertes. Ouais, je vais te Voilà. rechercher, parce que là, t'es Là, perdu. là, Voilà. Stop sharing. Donc là, tu m'as ouais, fait. ouais. Alors, Oui, donc concurrent. concurrent, bah, sur le covoiturage longue distance, en fait, on avait, on va dire, un concurrent sur l'Allemagne assez sérieux, mais on s'est lancé en Allemagne il y a 2 ans et aujourd'hui on a beaucoup plus de trafic qu'eux, donc c'est moins un concurrent aujourd'hui. Ensuite, non, bah, ça va être, on est dans une telle croissance et on est en train de créer une activité nouvelle qui est l'aide au déplacement par les gens, pour les gens. Et ça, c'est complètement nouveau par rapport à l'approche des déplacements qu'on avait avant, qui était la collectivité qui va payer des trains, des bus, des avions et partager tous ces frais de transport qui sont colossaux sur des grands, des grands euh, véhicules de transport. Voilà, les transports en commun sont très largement payés par la collectivité. Et là, aujourd'hui, on est en train d'arriver dans un autre mode. Donc, si tu veux, si on parle de concurrence au sens large, nous, on entre dans le paysage des déplacements de plusieurs centaines de kilomètres, c'est-à-dire que nos vrais concurrents, entre guillemets, aujourd'hui, enfin, en tout cas, l'espace, dans l'écosystème dans lequel on évolue, ça va être les trains, les avions, voilà, les bus. Enfin, c'est Et pas alors, vraiment le covoiturage parce qu'aujourd'hui, on a réussi à faire un produit qui attire, qui a attiré tout le monde. dis-moi, à terme, dans 10 ans, 20 ans, quel est l'avenir des transports en commun? Oula, je sais pas si C'est je suis pas la du- bonne personne pour répondre. Bah, en Euh, tout cas, t'es parti là. oui, je pense que déjà on voit sur certaines choses, on voit que le transport en commun a certaines limites qui font que parfois on va payer très cher pour un faible usage, juste par principe de fourniture de services publics presque, hein, tu vois, de s'obliger à faire telle ou telle liaison. Qui nous pousse même à imaginer des choses comme Limoges-Poitiers avec un TGV à 1,5 milliard. Bon, voilà, après, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce qu'effectivement, il faut dépenser 1,5 milliard sur Limoges-Poitiers? Je suis pas certain. Peut-être que justement, là, le covoiturage et puis un train normal, ça suffit. Enfin, voilà, après, c'est l'histoire d'investissement, mais euh, Alors, dans mon ordre d'idée, on parle beaucoup en ce moment des voitures robots. Quel est ton avis là-dessus? je pense que, évidemment, enfin, je suis pas le seul, et puis c'est pas surprenant de penser ça, mais je pense que c'est potentiellement complètement révolutionnaire. Je pense que ça va arriver, c'est sûr. C'est pas it's not if, it's when, hein. C'est sûr que ça va arriver. Maintenant, en combien de temps ça va se dérouler, je sais pas. Mais surtout, je pense que la bascule va se faire le jour où on va se rendre compte que, en fait, un ordinateur, et ça, je crois que ça va arriver, un ordinateur pourra conduire mieux que n'importe quel humain. Et donc, Ouais, du coup, le jour où on montrera que l'ordinateur est plus fiable en conduite que n'importe quel humain, je pense que tout le monde va basculer dans sa tête et va dire, ah, en fait, c'est très dangereux de conduire soi-même parce que nous, on est très faillibles, on est des pauvres humains. Il y a plein de paramètres qu'on contrôle pas. En plus, on est capable d'avoir bu, on est capable, enfin voilà, tout un tas de trucs que les ordinateurs ne sont pas. Euh, donc, je pense que ça va être la bascule. Le jour où ils vont réussir à prouver qu'un ordinateur est plus réactif, plus prudent, qu'il anticipe mieux qu'un humain et qu'au final il conduit mieux et de manière plus sécuritaire. Le jour où on fait ça, je pense qu'il y a plein de gens qui vont se dire ah ouais, mais alors se faire conduire par un humain ou conduire soi-même, c'est irresponsable. d'accord. Et est-ce qu'à terme, Blablacar va financer sa propre flotte de voitures robots qui va Ah, on toujours n'en est être pas là. On n'en est pas là. On n'en est pas là. Nous, après, ce qu'on voit, c'est que on permet à des gens de voyager ensemble. Je pense que dans les voitures, avec ou sans chauffeur, il y aura toujours 4 places, 3 ou 4 places ou 5. Et donc, du coup, en fait, ça revient au même. Pour nous, ce qu'on fait, c'est du transport. Enfin, si tu élargis au sens très large, ce qu'on fait, c'est on permet à 3-4 personnes qui vont dans la même direction de partager un véhicule.
que l'une d'elles soit conducteur ou conductrice et les autres passagers, ou qu'ils soient tous passagers, en fait ça change pas grand chose, c'est juste des gens qui ont besoin de faire un déplacement à peu près le même, et donc on a une sorte de déplacement granulaire entre l'individuel total et le transport en commun où il y a des centaines de personnes qui font le même trajet. Et alors, dis-moi, tu vas apporter une fonctionnalité dans ta plateforme? C'est bien possible, oui. Mais encore. Ah, j'ai pas le droit de tout dire. Ah bon, d'accord. Il n'y a pas de journaliste entre nous, cher ami. Oui, bah, tu m'as expliqué que c'était broadcasté là, sur toute la planète jusqu'en Chine via 600 serveurs, je sais pas quoi, en temps réel. Donc voilà, je ne sais pas s'il n'y a pas de journalistes qui nous écoutent. Ah bah, peut-être, oui, il y a peut-être les patrons de la SNCF aussi qui regardent, hein. Je ne sais Ah, pas. Monsieur Pépi. Alors, dis-moi, tu cherches plus d'argent, là, parce que tu as fait une belle levée, là, non? Ouais, non. Bah là, oui, on a fait le plein. D'ailleurs, c'est ce qu'on disait au moment de la levée, c'était Blablacar a fait le plein. Ouais, Voilà, avec donc voilà, on c'est- cherche pas d'argent là aujourd'hui. Là maintenant, on cherche à l'utiliser de la manière la plus intelligente possible pour investir sur les nouveaux territoires. Alors, le prochain pays, c'est les États-Unis. Alors non, c'est Ah marrant bon. parce que bon, c'est pas la première fois qu'on me demande, mais non, en fait, les États-Unis, il y a deux raisons qui font aujourd'hui que le covoiturage longue distance tel qu'on le pratique nous ne fonctionne pas. Ah bon? Euh, ouais, la première, elle est financière parce que bon, l'essence est beaucoup moins chère, les autoroutes sont quasiment toutes gratuites, et puis le PIB par habitant est plus élevé aux États-Unis. Donc tu cumules tout ça, en fait, faire 1 kilomètre aux États-Unis, ça coûte 3 fois moins cher que faire le même kilomètre en Europe avec ta voiture. Donc ça veut dire qu'un conducteur tout seul dans sa voiture aux États-Unis, c'est économiquement équivalent à un conducteur qui fait déjà du covoiturage à 3 en Europe. Donc ça veut dire que si tu veux que les conducteurs partagent les frais qui restent, ils ont 3 fois moins à partager, donc l'incitation économique pour le conducteur de partager est beaucoup plus faible, donc c'est difficile de les motiver. La deuxième raison, c'est que les distances sont plus longues et les villes sont plus étalées, et en plus les systèmes de transport en commun dans la plupart des villes américaines sont moins performants que notamment dans les villes d'Europe. Ce qui fait qu'il y a un problème de last mile, donc quand tu es conducteur, tu es obligé de faire le tour de la ville pour récupérer tes passagers au départ, et pareil à l'arrivée, parce que tu peux pas leur donner rendez-vous à un point relié par les transports en commun, parce que tu vois, si tu donnes un Ouais. rendez-vous à quelqu'un à pied à Los Angeles, bah ça marche pas en fait. Il est obligé de venir avec sa voiture. Donc il y a un gros problème de last mile qui fait que, alors si tu cumules tout ça, pour un conducteur, perdre une demi-heure, trois quarts d'heure ou une heure au départ pour récupérer ses passagers, pareil à l'arrivée pour les déposer, plus le fait que c'est 3 fois moins incitatif au niveau financier, eh ben, tu as peut-être l'explication pour laquelle l'activité qu'on fait de covoiturage longue distance n'a pas décollé aux US. Et pourtant, il y en a plein qui ont essayé. Non, Donc aujourd'hui, les US, c'est pas pour nous le marché le plus évident. d'accord. Alors, dis-moi, le Nasdaq, c'est pour quand? Alors tu vois, les US et le Nasdaq, c'est un peu lié. Hein, c'est quand même aux US. Donc non, bon, nous c'est pas quelque chose auquel on pense là, même si évidemment quand tu lèves des fonds, il y a un moment, quelques années plus tard, où ça va être une question. Aujourd'hui, c'est pas du tout la question. Notre focus, il est vraiment sur faire grandir l'activité. Et ensuite, la suite de l'histoire, évidemment, je la connais pas du tout. Tout ce que je sais, c'est que si on fait bien notre boulot, bah, il se passera quelque chose de bien et pour la boîte, et pour la communauté, et pour tout le monde. Le but, c'est d'avoir véritablement une communauté très soudée, très attachée et très performante pour développer ce formidable moyen de déplacement. Et on sait que si l'activité double ou triple chaque année pendant plusieurs années, ben, il se passera quelque chose qui sera dans la suite naturelle de l'histoire. Que ce soit une grande boîte, là forcément ça va commencer à être une très grande boîte même, qui pourrait s'intéresser à nous et vouloir nous aider par des synergies à aller encore plus loin. Que ce soit une IPO sur Nasdaq ou ailleurs, que ce soit, j'en sais rien, d'autres solutions. Mais enfin moi, mon but, c'est de faire en sorte de trouver la solution la meilleure pour la communauté, pour le service. Donc toujours dans la logique de faire en sorte que que le service continue à se développer au mieux, quoi. Il y a plein de solutions pour ça. D'accord. Les prochains pays que tu vas ouvrir, c'est quoi? Ah, j'ai pas le droit de le dire, ça. Hein. Ah bon, d'accord. Sinon, quand tu es parti en Mais non, Inde, mais tu en as... plus, ce qui est fou, c'est que, ah oui, c'est normal, tu me diras, c'est normal, mais voilà, on a ouvert la Turquie au mois de septembre, on ouvre l'Inde au mois de janvier, on est Hein? début février, et on nous dit déjà, alors, what's next? Bah, je comprends, mais enfin, 2 secondes, quoi.
Ce compte déjà en enquête, on vient de prendre un pays avec 75 millions de personnes, la Turquie, et puis un pays avec 1,2 milliard de gens, l'Inde. Donc on arrive. On va ouvrir d'autres pays, oui, mais pas de suite. Frédéric, tu sais que les start-upers français sont très bons. Hein. Ouais. Il y a une belle énergie. Une belle énergie. Alors, quand tu vas dans un pays nouveau, tu crées une filiale là-bas? On a des gens sur place, alors on a plusieurs méthodes pour s'étendre. On a une méthode qu'on adore, c'est de trouver des gens qui ont déjà développé du covoiturage et de s'associer à eux. Et à ce moment-là, ils deviennent l'antenne de Blablacar sur place et ça marche super bien. Après, sinon, on envoie des gens de notre équipe qui ont la bonne culture et la bonne langue. Et sinon, si on ne le trouve encore pas, ce qu'on fait, c'est qu'évidemment, on recrute sur place un country manager qui va recruter son équipe. Bon. Bah écoute, merci beaucoup, bravo, hein, bravo, parce qu'en 2011, je me demandais est-ce que M. Frédéric Mazella va y arriver. Ouais. Bravo. La prochaine fois qu'on se parle, c'est 2019, c'est ça? Ouais, c'est ça. Comment tu as deviné? Je sais pas, dans 4 ans, quoi. Je me dis, mais je sais pas à quoi ça ressemblera dans 4 ans. Hein. Ah, bah, moi, c'est tous les 4 ans. Là, je refais un tour. Ah, c'est ça? T'as ta liste? Bon. Bon, en tout cas, bravo. Ça montre que les start-upers français, c'est quand même pas de la gnognotte. C'est vachement bien. Alors, ce que je te propose, on va dire au revoir à tous ceux qui nous regardent ou qui vont nous regarder. Et puis, nous, on reste en ligne. Au revoir tout le monde. Au revoir.